Bienvenue sur Caribéenne et Scientifique. Je m'appelle Maïli, je suis une scientifique originaire de la Caraïbe dont l'objectif est de t'aider à évoluer vers la carrière qui te fait vibrer. Chaque mois, tu pourras découvrir des parcours inspirants de scientifiques caribéens, mais aussi de précieux conseils et outils pour ta carrière. Je te souhaite une bonne écoute. Dans ce nouvel épisode du podcast, j'accueille Thomas Ploucoste. Thomas est le fondateur de Carusphère, et dans cet épisode, nous avons longuement discuté de son parcours, d'entrepreneuriat et des recherches qu'il mène actuellement. Bonjour Thomas, comment tu vas? Salut Maïli, ça va bien et toi? Ben ça va, je suis vraiment très contente de pouvoir faire le podcast avec toi. Comme je te l'ai dit en off, ça fait un moment que j'ai envie de t'interviewer parce que je trouve que ton parcours, en tout cas ton parcours m'inspire. Donc je suis sûre qu'il va inspirer les autres. Donc ben, comme d'habitude, je pense que tu as dû écouter un peu mes podcasts. Je vais te demander de te présenter, de nous dire un peu toutes les étapes de ton parcours. D'accord, ben déjà je vais te remercier de m'accueillir sur ton podcast car c'est vraiment un honneur de pouvoir partager mon expérience. Merci beaucoup. Il est bien je pense pour pas mal de jeunes docteurs dans le Mhm. domaine de voir, de faire face aussi à la réalité des choses. Eh ben, je suis Thomas Plocos. J'ai eu pour moi la chance d'avoir fait ben, l'intégralité de ma scolarité en Guadeloupe. On va carrément partir sous les études supérieures. Donc, j'ai fait un DUG SM, c'était sciences de la matière. Ensuite, j'ai fait une licence physique et chimie. Ensuite, j'ai fait un master sciences physiques, option météorologie. Et en fait, via ce master, via mon stage de fin d'études, j'ai eu, je dirais, ma première immersion dans le domaine de la recherche, car j'ai fait mon stage à l'INRA, qui est maintenant l'INRAE. Et en fait, j'avais travaillé sur un modèle de lessivage de la chlordécone. Donc, c'est là un petit peu que j'ai pris goût. Et puis, à l'époque, mon encadrant m'avait un petit peu piqué. Et moi, je suis quelqu'un qui aime les défis. Donc, comme il m'avait dit que je ne serais jamais un chercheur, Ah, ben, j'ai décidé de devenir un chercheur émérite. t'as bien fait. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu un retour après ce stage. Bien sûr, il a vraiment apprécié donc, mon rapport. Donc, ça m'a donné envie. C'était pas prévu, j'ai voulu faire une thèse. J'ai voulu faire une thèse sur une problématique qui m'intéressait. Et en fait, j'ai eu la chance de faire une thèse sur la décharge de la Gaba, qui était pas loin de mon lieu de résidence. Et comme je me demandais souvent, oh, c'est quoi ces odeurs? Qu'est-ce qui fait ci? Qu'est-ce qui fait ça? Donc, j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé les encadrants aussi avec qui je voulais travailler. Donc, j'ai passé ma thèse. Ensuite, après ma thèse, j'étais attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Donc, toujours à l'Université des Antilles. Ensuite, j'ai été d'études pendant un an. Ensuite, j'ai été ingénieur de recherche pendant 2 ans. Et puis, en fait, ce que j'ai bien aimé avec cette phase, et même pendant ma thèse, c'est qu'il y avait vraiment une phase appliquée. J'allais sur le terrain, je faisais de la manip, je faisais des modélisations, je travaillais en étroite collaboration avec les techniciens, ce que j'aime. Je voyais la réalité des choses, parce que c'est vrai que des fois, on part sur des choses qui sont, je dirais, un petit peu idéales, mais quand on est sur le terrain, c'est autre chose. Donc, euh, Comme j'ai fait pas mal de choses moi-même et que, bon, d'une année à l'autre, j'avais pas la stabilité de l'emploi, je savais pas chaque année, il fallait attendre, est-ce que si ça, bon, moi j'ai décidé de prendre mon avenir en main et ayant identifié pas mal de secteurs où j'aurais pu apporter ma compétence. C'est comme ça qu'en novembre 2018, c'est comme ça qu'est né le laboratoire Carusphère. D'accord, ok. Et pour revenir sur ton parcours, donc ta thèse, tu l'as faite en Guadeloupe ou tu étais en Hexagone? Ma thèse en Guadeloupe. Ok, donc tu J'ai as fait en tout Guadeloupe. fait, ok. Exactement, j'ai tout fait en Guadeloupe. Bon, on va pas revenir sur les petites classes, mais des petites classes à l'école supérieure, j'ai tout fait en Guadeloupe. Ok, super. Et du coup, ma question, c'est d'où ça te vient, en fait, cette envie de travailler dans le domaine? En fait, tu vois, tu nous as parlé de météorologie.
D'où ça te vient en Mhm. fait? C'était juste parce que, un peu par curiosité, comme tu disais, tu prenais les odeurs, etc. Donc ça t'a poussé entre guillemets vers ça ou est-ce que tu avais déjà cette envie de travailler dans ce domaine? En fait, je pense que pour être un chercheur, il faut être curieux, il faut aimer répondre à des problématiques. Et en fait, c'est ce qui m'a un petit peu piqué et intéressé, apporter des informations, savoir. En fait, j'aime pas ne pas savoir et j'aime pas ne pas comprendre. Et donc, ça a été, je dirais, l'immersion idéale en travaillant sur les déchets parce qu'en fait, il y a l'aspect physique, comprendre les processus de diffusion et tout, mais il y a aussi l'aspect chimique. Donc, j'ai fait beaucoup de spectrométrie. D'ailleurs, on avait à disposition, le laboratoire avait acheté un spectromètre de masse portatif que j'ai calibré à la base. Donc, je me suis spécialisé dans les composés organiques volatiles. Et donc, j'allais dans la décharge, dans les déchets, avec mon masque et autour, sur plusieurs points de mesure et aussi dans la mangrove, faire des relevés avec mon spectromètre de masse portative. Et avec ces données, je les recoupais avec des données climatiques de Météo France, de radiosondage et de modélisation pour pouvoir mieux comprendre la dispersion nocturne et surtout, alors surtout nocturne et aussi diurne des polluants. C'est ce que j'allais te poser comme question parce que tu nous parles de nocturne et diurne, donc ça veut dire qu'il y a une différence quand même. Exactement. Ok. Et ça, Exact. enfin, c'est pas quelque chose qu'on peut se, tu sais, on l'appréhende pas forcément cette différence. Donc, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as trouvé, c'était un résultat original ou est-ce que c'est quelque chose qui est connu? Parce que moi, j'ai jamais entendu parler de ça, hein, tu vois? Alors, il faut savoir en fait, que l'atmosphère est composée de plusieurs strates, Mhm. dont la couche limite atmosphérique. Et en fait, la couche limite atmosphérique, pour avoir une petite idée, quand tu regardes les nuages, c'est la base des nuages. Ok. Et en fait, nous vivons dans cette couche. Et cette même couche est stratifiée de plusieurs couches. Et ça évolue en fonction de la journée, en fait. Et donc, la stabilité de la couche évolue. Et c'est-à-dire que c'est pour ça que les phénomènes, des fois qu'on ne sent pas la journée, on les ressent le soir parce que l'atmosphère est plus stable et tu as une inversion de surface. Donc tout ça, on a mis ça en évidence dans la thèse. Une inversion de surface qui permet une rétention de la pollution de l'atmosphère plus proche du sol. Donc tout ça, c'est très très bien référencé, je dirais, en milieu tempéré, mais en zone tropicale, c'est très peu, c'est pour ne pas dire pas du tout référencé. Donc nous nous sommes attaqués à ça. C'est vrai qu'on avait aussi, alors j'ai oublié de le préciser, un profileur de vent que nous avons installé dans la décharge. Et donc, ça permettait de couper l'atmosphère en plusieurs strates. Et on avait les profils de vent verticaux et horizontaux. Donc, ça nous a permis de faire pas mal de Ouais, choses. c'est super intéressant. Donc, Franchement, dès c'est. le départ, j'ai eu cet aspect multi-instruments et multi-sources de Mhm. données à traiter. Mhm. Et justement, dans ta thèse, quels sont les grands résultats originaux que tu as trouvés? Enfin, je suppose que tu en as trouvé beaucoup par rapport à ce que tu nous dis, parce que comme ça a été appliqué à un climat où ça n'avait jamais été fait, rien que ça, c'est une originalité. Mais je suppose que Mhm. tu as trouvé d'autres choses. Est-ce que tu peux nous dire peut-être pas tout, mais un ou deux grands résultats? Ben, exactement, ben, nous avons mis en évidence ce qu'on appelle un îlot de chaleur urbain dans l'agglomération pointoise pour que les gens puissent un petit peu comprendre, c'est-à-dire que les bâtiments vont faire de la rétention de chaleur et en fait, le soir venu, ils vont libérer cette chaleur et Hmm, cette chaleur vont créer des petites brises qui d'accord. vont permettre au vent de faire. Alors ici, nous avons les alizés qui sont des vents d'est. Et bien, le soir, nous aurons des petits vents d'ouest. Et ce sont ces petits vents d'ouest qui permettent le transport des polluants de la décharge vers des zones opposées aux alizés, telles que le Rézé, Grand Camp, etc. Et nous avons également mis en évidence une inversion de température qui montrait que les polluants restaient confinés dans une couche, pour te donner une ordre d'idée, à 120 mètres d'altitude le soir, tandis que le soir, cette zone, elle s'étend, je veux dire, en journée, excuse-moi, cette zone s'étend à 1 kilomètre. Donc, tu vois la différence Ouais, ben en oui. termes de Ouais, c'est dispersion. clair. Voilà, C'est exactement. Donc, énorme. les principaux grands résultats, et puis nous avons aussi développé des modèles pour pouvoir Mhm. quantifier cette brise. Donc, la vitesse de cette brise est moins de mètres par seconde. Donc, nous avons fait pas mal de choses et nous avons pu publier pas mal dessus. Ok, non, mais c'est vraiment super intéressant. Franchement, fait surtout, je pense que c'est un domaine qu'on connaît pas beaucoup. Et justement, ben, tu nous as dit que tu as monté ton laboratoire Carusphère. Est-ce que tu Mhm. peux nous en parler un petit peu? Parce que je suppose que c'est la poursuite.
de ce que tu avais commencé à faire en thèse, puisque souvent on fait un petit peu ça quand on a fait une thèse avec des résultats originaux, on n'a pas envie de s'arrêter. Exactement. Alors, je dirais oui et non. Je vais Ok. m'expliquer. C'est-à-dire que, en fait, les décharges à ciel ouvert, je dirais techniquement, sont interdites Mhm. en Europe. Et bon, nous avons cette contrainte qui est l'insularité. Ouais. Donc, nous n'avons pas le choix et pas mal de îles caribéennes sont confrontées à cette problématique. Mais le problème, c'est que j'ai continué ensuite, quand j'étais ingénieur, à travailler sur d'autres polluants, tels que tout ce qui est les brumes de sable, PM10, donc les particules inférieures ou égales à 10 micromètres, et celles aussi inférieures ou égales à 2,5 micromètres. J'ai travaillé aussi sur ce qu'on appelle l'ozone. J'ai travaillé sur les oxydes d'azote. Et en fait, le problème des déchets, c'est que c'est un milieu qui est un petit peu petit. Mm. Donc, il est difficile de s'étendre. Je voulais, je dirais, apporter une plus-value un petit peu plus grande. Ouais. Donc, je n'ai pas mis, je dirais, les déchets complètement de côté, Mhm. mais vu que la pollution atmosphérique, de manière générale, c'est vraiment quelque chose qui nous touche, donc j'ai décidé de monter Carusphère. Et en fait, dans les grandes lignes, c'est quoi Carusphère? Carusphère, c'est un laboratoire privé qui propose une meilleure compréhension de la pollution atmosphérique et de leur impact sanitaire et économique dans le bassin caribéen et les autres environnements tropicaux. Et en fait, les éléments que nous trouverons permettront de développer des outils de prédiction et d'optimisation pour certains domaines tels que la santé, l'agriculture, les énergies renouvelables, etc., etc. Et pour mener, je dirais, à bien tous ces travaux, notre équipe est composée, donc nous avons 4 collaborateurs et de nouveaux associés à l'échelle nationale et internationale. Pour un petit peu finir nos prospects, parce que les gens se demandent, oui, mais c'est pour qui? En fait, nous travaillons à la fois pour le privé et les institutions. Parce qu'en fait, notre objectif, c'est vraiment être le lien entre le monde universitaire et le milieu économique. Mhm. Non, mais c'est super intéressant. En plus, comme on sait que, tu vois, là, tu dis que c'est très appliqué à la partie tropicale, mais on sait qu'avec le réchauffement climatique, tous les travaux que tu vas faire auront un impact. Exactement. En fait, pour tout te dire, en tant que scientifique, quand tu fais la littérature, je trouvais certains résultats pas mal. Et puis, tu sais, quand tu regardes le nom des auteurs, je ne voyais pas d'auteur caribéen. Ouais. Je me disais, Mm. mais c'est dommage que nous sommes, parce qu'en fait, nous sommes sur le territoire, nous sommes confrontés à certaines choses, et même certains résultats qu'ils avaient et qui étaient des fois non commentés, je les comprenais parce que nous sommes confrontés à ces problématiques. Oui. Oui. Donc, je me suis dit, non, il faut que j'apporte ma pierre à l'édifice. Mhm. Et pour te donner en quelques chiffres quand même, Carusfer, en termes de production scientifique, en 5 ans, c'est 32 productions scientifiques, 21 articles dans des revues internationales de rang A, 2 chapitres d'ouvrages et 9 actes dans des conférences internationales. Ouais, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Donc, Félicitations, hein. Franchement, c'est un super boulot. merci. Donc, l'idée, c'est vraiment, entre guillemets, ben, amener le monde à la Caraïbe, en fait. Mhm. Oui. Être un référent dans un domaine et puis pouvoir. Donc, nous n'avons pas, comment t'expliquer, nous n'avons pas toutes les solutions, Oui, c'est mais sûr. on va trouver les solutions ailleurs pour pouvoir je dirais, les tropicaliser et les adapter à notre territoire. Et tu vois, pour valoriser quand même l'ensemble de ces travaux, en octobre 2021, donc on a quand même le docteur Lovieux Froisy Clotilde qui a obtenu le prix Jeune Talent France décerné par L'Oréal avec ses travaux réalisés au sein du laboratoire. En C'est une décembre vraie 2022, reconnaissance. Ouais. C'est une vraie reconnaissance. exactement. En fait, c'était, je dirais, une belle première mise en bouche et ça nous a boosté. Et donc, on a continué sur la lancée en décembre 2022 avec les travaux réalisés au sein de notre laboratoire. J'ai pu obtenir l'habilitation à diriger des recherches. Donc, j'ai réalisé tous mes travaux et je suis parti en France dans une bonne université juste pour la soutenance. Cela m'a permis d'avoir un jury de renommée internationale, dont le président de l'Académie des sciences. Donc, ça a vraiment mis une plus-value sur
sur mes travaux. En octobre 2023, nous avons été finalistes d'innovation outre-mer pour ce que nous proposons. En décembre 2023, pour, entre guillemets, ce que nous proposons et je dirais la vision que j'ai. Bon, j'ai reçu le prix Jeune Talent Outre-mer 2023 dans la catégorie Talent confirmé. Et là, en exclusivité, dans ton podcast, je t'annonce que j'ai intégré l'Académie des sciences caribéennes Waouh, qui, qui regroupe un petit peu les scientifiques émérites de plusieurs îles pour pouvoir faire évoluer la science au sein de la Caraïbe. c'est Donc, génial. Félicitations, franchement, c'est super inspirant. C'est pour ça que je te disais au début que merci je beaucoup. voulais t'interviewer parce que ton parcours est vraiment inspirant. Vraiment. Merci. Et justement, moi, je me demande comment on réussit à faire tout ça alors qu'on connaît les difficultés de l'entrepreneuriat, on connaît les difficultés qu'on a à faire de la science de bonne qualité dans la Caraïbe parce qu'on n'a pas forcément tout. Des fois, on a besoin de certains instruments, des fois, on a besoin de certains consommables. Ça prend du temps, c'est long. On sait qu'il y a vraiment des difficultés qu'on a en plus du fait qu'on soit insulaire. Comment on réussit à faire en fait? C'est quoi ton secret? Ah, mon secret. En fait, tu sais, déjà, euh, l'avantage de créer une société et d'avoir créé mon propre laboratoire, c'est d'être pragmatique, réactif. Hmm. Mhm. Parce que moi, j'aime que les choses avancent. Et la science a besoin de son temps pour mûrir. Ça, c'est un fait. Mais j'aime pas quand les choses administratives amènent une lourdeur et que, Mhm. tu sais, surtout quand on échange avec l'international, les gens, ils ne sont pas là pour perdre leur temps, en fait. C'est clair. S'ils te disent qu'on fait quelque chose tel temps, il faut un retour de devis, il faut payer telle chose, eh ben, il faut le faire, quoi. Oui, Donc voilà. Et je voulais, de mon côté, résoudre certains problèmes, apporter ma plus-value. Et comme tu l'as dit si bien, hein, nous vivons dans une zone que, avec le changement climatique, nous sommes les premiers exposés. Nous avons vraiment besoin d'outils innovants, mais pour développer ces outils innovants, nous avons besoin de connaissances innovantes. Voilà, donc c'est pour ça que nous sommes en deux parties, c'est produire de la connaissance et par la suite, à partir de ces connaissances, vraiment développer des produits innovants pour pouvoir répondre à certaines problématiques. Donc c'est pour ça que nos missions sont vraiment la science appliquée à nos problématiques, la science appliquée à nos problématiques, donc le développement de ces produits innovants, surtout aussi faire de la vulgarisation scientifique. Ça nous tient vraiment à cœur parce que l'important, c'est d'apporter l'incompréhensible compréhensible à tous. C'est pour ça que notre slogan, c'est la géoscience au service de tous. C'est-à-dire, nous sommes qualifiés dans un domaine, facilitons les choses pour les autres, pour leur donner envie déjà de s'impliquer, d'apprendre et aussi peut-être d'investir. Parce que souvent, c'est quand j'ai monté ma société, tu me posais la question, quand tu vas démarcher, c'est le problème. Oui, vous faites des choses, mais on ne comprend pas, ça sert à quoi, c'est pourquoi. Et en fait, j'ai vu le gouffre qu'il y avait entre le monde universitaire et les sociétés. C'est-à-dire que des fois, les universitaires trouvent des choses superbes, mais en termes de transmission, la société ne voit pas à quoi cette découverte allait leur servir. Donc, moi, je me suis dit, l'université fait très bien de la recherche fondamentale. Elle a du temps pour le faire. Moi, je vais me consacrer à la recherche appliquée. Ou ceux qui, dans le monde de l'entreprise aussi, ils appellent ce qu'ils appellent aussi la recherche industrielle, c'est-à-dire produire de la connaissance scientifique et avec avec ces connaissances, développer des outils pour répondre à certaines problématiques. Et pour répondre à ta question, comment je fais? Qu'est-ce qui m'a poussé? Bon, alors, moi, je serais caché parce que dans le monde scientifique, c'est bien il faut inspirer, mais il faut aussi que les gens prennent conscience de la difficulté. Alors, c'est pas impossible. Il faut se donner les moyens. C'est pas facile forcément tous les jours, mais je pense que si on veut atteindre certains objectifs, comme on dit, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. c'est clair. Donc au début, ben, quand on prend un projet, ben, j'ai investi sur moi-même. Donc je suis, je dirais, mon tout premier investisseur. Et ensuite, ma famille a aussi dès le départ été emballée par le projet. Ok. Donc ils ont investi dans le projet. Ben, ensuite, des sociétés privées ont investi dans le projet.
Tout ça fait que petit à petit, donc même si que cela prend du temps, mais la mayonnaise prend et les résultats, les distinctions incitent aussi les gens. Mhm. Parce que c'est vrai que je ne mentirais pas quand au début j'ai créé la société, beaucoup de gens étaient sceptiques, je peux le comprendre. Mais bon, après 5 ans, entre la production, les distinctions et tout ce qui se fait, les gens voient que bon, ce que je propose, c'est pas quelque chose d'utopique, quoi. C'est clair, parce que justement, on en parlait au début. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui se lancent au début, et puis après, en 3 ans, ça s'essouffle. Moi, j'ai quand même l'impression que par rapport à ce que toi, tu as fait, il y a vraiment des étapes où tu vois déjà le résultat de tout ce que tu as produit, et on voit que tu vas aller encore plus loin. En fait, ça se sent par rapport au fait que là, tu as une vraie reconnaissance de ton travail, tu as des distinctions. Donc, pour moi, ça va plutôt aller dans le sens de croître plutôt que, tu vois, les premières années d'une entreprise, on te dit toujours c'est un peu fragile, on ne sait pas ce que ça va donner. En fait, l'idée, c'était de créer une synergie. C'est-à-dire que, bon, alors, je suis pas, je dirais entre guillemets, pas trop forcément sûr. J'aime communiquer quand j'ai quelque chose, quand j'ai un résultat, quand j'ai quelque chose à dire. Et c'est pour ça que on a été créé en, alors, novembre 2018, donc quasiment 2019, le temps que tout, pas mal de choses se mettent en place. Et en fait, les gens nous ont connus en 2021 avec le prix L'Oréal UNESCO. Et en fait, c'est ce que je voulais, en fait. C'est-à-dire ben, que les gens se demandent, mais qui sont-ils? D'où viennent-ils? Que font-ils? Mais quand les gens réalisent, nous sommes déjà là, en fait. Et moi, l'idée, tout de suite, c'était de partir tout de suite sur l'international. Partir tout de suite sur l'international, parce que je savais que, bon, des fois, localement, c'est difficile de développer des choses. Donc, je savais qu'une fois que l'international, j'avais le feu vert, que localement, ben, le reste allait suivre. Mhm. Ben oui, puisque c'est sûr que quand tu tapes haut, les autres, ils sont obligés de suivre, hein. Enfin, Exactement, exactement. Après L'Oréal, on a fait, je dirais, entre guillemets, on était un petit peu sous les radars. Et puis, mhm. je pense que ce qui a vraiment changé la dimension du labo, ben, ça a été l'HDR. Ouais, bah oui, Parce ah oui. que, Ça, c'est une vraie parce que, reconnaissance, voilà, vraiment. Mm. l'HDR. Et en fait, pour, je dirais, rajouter encore une cerise sur le gâteau, 2 mois après l'HDR, j'ai obtenu ma qualification en tant que professeur. Donc, je me suis dit, bon, là, OK, c'est que le truc est lancé. Et parce que tu sais, souvent, quand tu montes ce type de structure, on te dit, oui, tu es docteur, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est habilité à diriger les recherches, ayant toujours cette optique d'autonomie et de ne pas dépendre des autres, en tout cas le moins que possible, parce qu'on dépend toujours de quelqu'un. Donc voilà, donc je me suis dit, bon, allez hop, c'était la prochaine étape. Et puis après, les choses se sont emboîtées. Et puis nous continuons sur notre lancée. Mais ça, c'est vrai que cette société basée en Guadeloupe nous a déjà permis de toucher pas mal d'endroits que j'aurais jamais imaginé. Donc, je le vois même dans les citations des fois. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est que vraiment, nous avons une excellence caribéenne qui peut et je dirais qui doit rayonner. Moi, je me suis dit que je vais pas attendre. Vu que les autres ne me donnent pas, je Oui. dirais, l'opportunité, ben, je vais créer ma propre opportunité. Mais tu as bien raison. Tu as Donc bien voilà. raison. Tu as vraiment raison. Et justement, par rapport à ce que tu nous disais que ça a un rayonnement et que ça touche vraiment à l'international, avec qui tu as l'habitude de collaborer et ça, c'est la première question. Et tu nous parles un petit peu aussi du fait qu'il y ait des investisseurs qui sont venus investir dans ta boîte. Est-ce que du coup, c'est des financements de recherche ou est-ce que c'est des personnes qui ont vraiment dès le début, ils t'ont donné une somme pour développer ton entreprise? Ben, en fait, je dirais pas, je dirais plutôt des mécènes que des Ok, investisseurs. ok. Je dirais plutôt des mécènes. Donc, ce sont des gens qui m'accompagnent dans pas mal de choses et qui ont vu la portée et qui voient parce que c'est vrai que nous voyons vraiment très loin. Donc, qui voient où cela peut nous amener. Donc, ce sont ces gens-là qui nous permettent pour l'instant de pouvoir nous développer. Nous travaillons avec pas mal d'universités parce que c'est vrai que en tant que scientifique, en fait, il y a je dirais, c'est comme un couple. Il y a une relation de Mm, confiance. mhm. C'est-à-dire que avant de s'étendre au secteur économique, il faut déjà que les universitaires du territoire se disent, ah ouais, ce qu'ils font, c'est intéressant. Donc, on a déjà commencé par là. Donc, nous sommes partis sur pas mal
pas mal de continents. Nous avons déjà des conventions avec deux universités en Espagne, une université en Inde, une en Turquie, et nous en avons en cours dans d'autres endroits. Donc, l'idée, c'est déjà commencer avec ces gens-là, partir sur quelque chose de conventionné, voir la plus-value que nous pouvons leur apporter et qu'ils peuvent nous apporter, et ensuite voir comment on peut se développer. Donc, tu vois, entre guillemets, je le dis un petit peu rapidement, mais en temporalité, il y a des périodes parce que des fois, il faut passer par ça passe par des administrations, par des ci, par des ça, et voir que des grosses universités valides et être conventionné. Donc, nous sommes déjà aussi à la base, parce que avant d'aller chercher, je dirais, ailleurs, Mhm. ben, nous sommes conventionnés avec aussi l'UA. Bien Donc, sûr. nous travaillons sur certaines thématiques. Mais pour moi, il était important d'avoir ce rayonnement international tout de suite. Tout de suite. Donc, en fait, pour un petit peu imager, je ne voulais pas voyager avec une valise vide. Je voulais avoir une valise pleine et avoir une bonne boîte à outils et qu'une fois que je vais quelque part, j'ouvre cette boîte à outils et que je prends l'outil qu'il me faut pour la bonne tâche. Non, mais vraiment, parce qu'en fait, du coup, t'arrives, tu as des choses à montrer, t'arrives pas sans rien, tu as Ben, déjà fait ben, l'épreuve de concept, en fait. ben exactement, c'est-à-dire que bon, avant d'échanger, les gens vont voir ce que tu fais, C'est ce que tu ça. fais pas. Alors, c'est vrai que ça me tenait à cœur également de rendre la recherche un petit peu plus sexy, je dirais. Donc, c'est pour ça que nous avons développé pas mal de médias sur les réseaux sociaux et que nous avons également aussi développé notre application mobile, donc en anglais et puis en français. Et l'idée, c'était vraiment d'être accessible partout dans le monde. Tu entends parler de Carusphère, tu, euh, tu sais où chercher, tu sais quoi faire et puis Mhm. tu peux demander ta prestation. Bien sûr, bien sûr. Et justement, en termes de prestations, parce que tu fais de la recherche, mais tu fais aussi des prestations, est-ce que tu peux nous donner juste un exemple de prestation que tu fais avec Arusfer? Alors, en termes de prestations, c'est vrai que nous faisons pas mal de consulting, mais nous pouvons aussi faire de l'analyse de données, Ok, donc statistique et stochastique, d'utilisation de modèles numériques, euh, de l'aide aussi à la rédaction de rapports et d'articles scientifiques, faire de la vulgarisation scientifique, ça ok, aussi, ouais, comme donc tu nous avais dit. anglais, français, mais également aussi créole Oui, car ça c'est très important. Et ce que nous faisons aussi, c'est l'organisation de séminaires, de colloques internationaux. Nous pouvons faire aussi de la formation, de l'enseignement. Donc, nous ouais, donc sommes c'est dans large, c'est très large. exactement tout ce qui peut toucher à la recherche et qui peut aussi répondre aux attentes aussi bien d'une institution publique que privée. Ok, ok, bah c'est super clair pour moi et je pense que bah, les personnes qui vont écouter le podcast aussi vont vraiment comprendre ce que vous faites. Alors, moi, j'estime que tu es déjà un chercheur expérimenté parce que vu tout ce que tu as fait et tout ce que tu continues de faire, enfin, vraiment, c'est super. Et moi, ma question, c'est est-ce que tu as vu la recherche caribéenne évoluer depuis, par exemple, au tout début de tes études, peut-être un peu quand tu étais en master par rapport à maintenant? Est-ce que tu as vu une évolution? Comment tu la ressens, cette recherche scientifique caribéenne? Alors, j'avouerais que au début, je dirais, quand j'étais en master, bon, j'étais loin du monde de la recherche, Oui, donc ouais, j'avais aucune notion. Je dirais que c'est plutôt après la thèse que tu après la prends thèse. vraiment conscience Ouais. de la recherche. Moi, je pense qu'il manque quand même cet aspect vulgarisation, Hmm, c'est-à-dire cet aspect pragmatique. Euh, L'idée de la recherche, c'est pour moi, hein, c'est de ne pas épater les autres, c'est de le faire comprendre simplement avec les outils techniques que nous avons une problématique. C'est-à-dire, nous avons le côté où nous avons ces bagages pour comprendre pas mal de choses très compliquées, très complexes, et leur fluidifier les choses. Parce que je pense que l'un va pas sans l'autre. Nous avons besoin d'investisseurs, nous avons besoin de personnes qui croient en notre projet, et il faut jamais isoler la recherche à l'économie. Parce que pour faire de la recherche, il faut des sous. Il faut acheter du matériel. Il y a une partie, je dirais. En fait, le problème qui se pose, c'est que dans la R&D, pour moi, la R, c'est le parent pauvre. hmm, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup mhm, d'argent pour du développement de mhm. produits, Oui, mais quand on passe à la recherche, c'est clair. c'est compliqué. Ou Ouais, bien il faut passer par des trucs hyper compliqués, des produits hyper compliqués. Mais je pense que c'est compliqué aussi parce que beaucoup de gens ne comprennent pas à quoi ça sert. c'est clair. C'est vraiment ça. Ouais.
Donc, pour rendre le R un petit peu plus attrayant, plus sexy, comme je disais, il faut le mettre à portée de tous. Et je connais beaucoup de choses, pas mal de choses, mais pour moi, je connais quasiment rien aussi. Ouais, Il faut toujours se mettre à la place de celui qui bien ne sûr. comprend pas, qui ne sait pas, pour qu'il puisse bien comprendre, bien intégrer. Et puis, donc voilà. Et puis, pour revenir, par exemple, sur une découverte majeure que nous avons faite, c'est un nouveau seuil de détection des boules de sable pour le bassin caribéen. C'est-à-dire que nous sommes sous des lois européennes. Et en fait, nous nous sommes rendus compte que bien avant les premières alertes déclenchées à 50 microgrammes par mètre cube, ben, autour de nous, dans nos entourages, pas mal de personnes avaient des gènes, de l'irritation au niveau des yeux. Et en fait, nous avons fait une découverte mondiale, hein, montré que dans le bassin caribéen, dès 28 microgrammes par mètre cube, ces boules de sable étaient vraiment présentes. Donc, cette découverte a été, je dirais, référencée par une publication scientifique dans une très grosse revue. Donc, avec tous ces outils, l'idée, comme je disais, c'est vraiment de développer des produits innovants pour pouvoir répondre à des problématiques tropicales. C'est ça, parce que justement, pour un peu résumer ce que tu me dis, moi, enfin, je le sens aussi en tant que scientifique. Nous, localement, on a des spécificités qui sont pas forcément, qui sont presque jamais prises en compte. Et le fait que ces spécificités ne soient pas prises en compte, ben, ça fait que on se retrouve, entre guillemets, dans des environnements qui sont pas, c'est pas forcément les bons par rapport à ce qui se passe, parce que c'est pas la réalité du Exactement. terrain. Et je pense que c'est ce que montre un peu votre découverte mondiale, parce que ça, si vous n'aviez pas fait cette étude, au final, on serait resté toujours avec le 50. Et donc ça, pour moi, c'est Exactement. quelque chose de problématique. Donc ça montre encore plus que sans tout ce travail que vous faites et que dans d'autres domaines, on doit faire, Exactement. on va pas s'en sortir. Enfin, ça peut avoir des impacts très, très néfastes pour la société quand même. Ah non, ça déjà. Alors, pour la petite information, il faut savoir que la zone caribéenne est l'une des zones où le taux d'asthme est le plus élevé dans le monde. Mhm, Donc, ce n'est pas pour rien. bien sûr. La Guadeloupe et la Martinique sont le département français où les coûts hospitaliers liés aux maladies respiratoires, notamment à l'asthme, sont les plus élevés. Mm, Donc, ce n'est pas pour rien. Donc, moi, je pars du principe que si nous nous préoccupons pas de nos propres problèmes, ce ne sont pas les autres qui vont le faire. c'est sûr. Mais deuxièmement, il faut qu'à côté de cela, ceux qui sont autour de nous, c'est-à-dire les autorités, Oui. le milieu entrepreneurial, croient aussi en nous pour pouvoir apporter des réponses concrètes à Mhm. nos problématiques, que ce soit l'air, l'eau, etc. Donc j'espère vraiment que, alors c'est vrai que nous sommes référencés, mais j'espère vraiment que ce processus peut donner des idées à d'autres Oui, c'est ce que j'allais te dire. Oui. pour pouvoir aussi se lancer parce que nous n'avons pas vocation à tout résoudre, mais rien n'est, tout est lié en fait. Oui. Tout est lié. Donc nous aimons ce côté transverse, ce côté multisource, ce côté physique-chimie, ce côté, ça vient de l'université, ok, mais comment dans le monde entrepreneurial, nous allons pouvoir apporter notre plus-value. Et en Mhm. fait, c'est tout ce, on ne se fixe pas de barrière en fait. Ouais, ben oui, bien sûr, bien sûr. Mais je pense que c'est super important parce que du coup, dans ce que moi je vois, dans ce que tu nous dis, c'est que tu n'es pas juste dans ton petit domaine précis à faire ça. Tu t'intéresses à tout, tu regardes comment tu peux utiliser peut-être des recherches, je sais pas, que tu as lu dans tel domaine pour voir si tu peux l'appliquer dans ton domaine. Je pense que c'est cette ouverture d'esprit-là qu'on ressent beaucoup à travers tout ce que tu nous dis et qui justement fait que tes recherches sont de qualité parce que tu te contentes pas, entre guillemets, contente parce que euh, c'est vrai que toi, tu as cette possibilité-là aussi de le faire parce que tu es dans ta structure privée et tu peux, entre guillemets, donner ta vision. Mais c'est vrai que parfois, on peut être quand même assez limité par rapport aux problématiques de recherche qu'on a parce que ça s'intègre dans une problématique du laboratoire et puis c'est comme ça, quoi. Donc, Exactement. c'est aussi ça qui fait, je pense, que tu as cette possibilité d'avoir cette ouverture d'esprit et toi, d'aller plus loin sur une recherche, on va dire, un peu plus intégrative, si je devrais utiliser ce terme-là, par rapport à ce que tu nous dis. C'est un peu ce que je vois. Effectivement, effectivement. Et puis, bon, je ne dis à personne, oui, lâche ce que tu fais, monte une Bien sûr, entreprise. Non, ben bien oui, c'est attention. clair, c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que si il y a certaines choses que nous ne prenons pas en main,
Mm. eh ben, on va rester en l'état. Je pense qu'il faut faire à côté. Chacun a sa pierre à l'édifice. Chacun peut apporter quelque chose. Nous avons choisi cet axe parce que nous avons les compétences dans cet axe. Nous savons que ça peut répondre à une problématique sanitaire, premièrement, mais les boules de sable, ça a aussi des bienfaits. Parce que pour te donner une idée, sans la forêt amazonienne, sans les boules de sable, pas de forêt amazonienne. Ah oui, Donc, parce que d'accord. ça transporte également des nutriments. Ok. Donc, pour tout ce qui est le domaine agricole, le Ouais. milieu aquatique, les océans. Mais tu vois, Donc, ça, ça, je l'entends pas, ça, tu vois. eh bien oui, mais exactement. Alors, si vous cherchez des spécialistes dans boom de sable, qu'est-ce que ça impacte? Carousphère, nous sommes là. Je vais Non, mais tout t'appeler. ça pour dire, oui, non, mais tout ça, non, mais ça transporte pas mal de choses. Mhm. Et en fait, chacun est cloisonné dans Mm. ses compétences. Mhm. Et nous, ce que nous voulons être, c'est être au milieu. Ouais, Entre guillemets, certains organismes qui ont des compétences et qui ont des appétences à certaines choses, pouvoir leur proposer des choses avec nos compétences pour pouvoir aller au-delà de ce qu'ils proposent. Parce qu'effectivement, si on se limite, par exemple, au boom de sable, où nous sommes déjà, je dirais, bien connus dans la Caraïbe, ben, ça touche un vaste domaine. On en a besoin. Alors, on me demande, oui, mais il y en a c'est nouveau, non? Il y en ouais, aura c'est clair. toujours. Ben oui. Et donc, voilà, il faut apprendre à vivre avec. Ben, on arrive sur la fin du podcast, Thomas, mais j'ai une dernière question avant de te laisser un petit peu la parole. Par rapport à tout ce que tu nous as dit, j'ai quand même l'impression que ton entreprise va beaucoup évoluer et très bien évoluer, mais actuellement, qu'est-ce qui te manquerait pour aller encore plus vite dans ton développement? Ben, sans surprise du financement. Sans surprise du financement, parce que c'est le nerf de la guerre. Et en fait, nous avons déjà posé des bases. Nous avons déjà de bonnes bases, mais effectivement, étoffer l'équipe. Et donc, j'ai déjà des projets bien, bien établis, bien ciblés. Et je pense que en fait, alors je ne dirais pas avec très peu de moyens, mais je pense à l'échelle caribéenne avec des moyens accessibles. On peut vraiment faire une révolution, je dirais, déjà dans notre zone pour commencer. Et puis une fois notre zone conquise, excuse-moi, aller pouvoir prospecter ailleurs. Bien sûr. Et du coup, là, ces financements-là, il te faudrait des financements, que ça soit localement, international. Enfin, tu vois, tu viserais un peu quoi comme financement? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de financements. On sait qu'il y a aussi des subventions, où du coup, ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert hein, ici, où on te subventionne, mais tu dois avancer une somme d'argent pour Exactement, pouvoir fonctionner. Donc, alors déjà pour un institut, je sais que c'est pas évident, mais pour une entreprise, je me dis que c'est juste pas possible. Comment toi tu t'en sors en fait? ben, alors j'ai envie de dire un petit proverbe créole, ben, qui dit débrouillard pas péché. C'est-à-dire que, ou bien comme ils aiment dire aussi en anglais, hustling, c'est-à-dire que ben, je fais du bricolage financier et je fais du bricolage financier ben, qui a déjà bien porté ses fruits. Et donc, moi, je reste pas figé dans le cadre de la science, hein. Moi, tu sais, moi, je peux apporter moi, j'apporte un outil innovant et révolutionnaire. C'est pour ça que Carousphère se veut être basé en Guadeloupe. Mais si, bon, ben, la Guadeloupe n'est pas prête, je ferai ce qu'il faut faire, hein. Donc, il y a aussi la réalité économique. Mais je veux que mon siège social soit en Guadeloupe pour pas mal de raisons, parce que déjà, je trouve que nous sommes sur un paradis, donc je vois pas pourquoi le quitter, premièrement. Et deuxièmement, même en termes, l'aspect financier, c'est important, mais il y a la qualité de vie qui est tout aussi importante. Donc voilà. Mais moi, je suis quelqu'un de très... Je pense que si on est chef d'entreprise et qu'on n'est pas optimiste, Hmm, ce sont des choses qu'il faut qu'elles aillent de pair, parce que c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Souvent, on voit de grandes aides, mais quand on lit bien entre les lignes, ben, il y a une part de fonds propres.
Et bien sûr, quand on montre une entreprise, Mais t'as pas ce qu'on ça. n'a pas, ce sont des fonds propres. C'est Donc, c'est clair. un petit peu l'histoire du chien qui se mord la queue. Ouais. Et je reviendrai sur l'aspect vulgarisation, Mhm. sensibilisation, Mhm. montrer que ben, ce qu'on fait, c'est utile et ça apporte une plus-value, une qualité de vie, un bien-être à pas mal de personnes et ça peut résoudre à pas mal de problématiques. Pour moi, une fois qu'on a convaincu son auditorat que, bon, voilà, ce qu'on fait, ben, parce que qu'est-ce qu'on fait? Quand on voit le chercheur, excuse-moi, on voit toujours un petit peu le fou, la Mhm. personne isolée qui... Mhm. Non, le chercheur, c'est quelqu'un C'est comme tout le clair. monde, qui a ses Bien sûr. activités, qui Mm. a ses passions et qui veut, de son côté, apporter quelque chose de concret, quoi. Pour répondre à ta question, ce sont des financements. Ce sont des financements. De toute façon, je dirais que Carisphère, c'est que le début. Vous allez un petit peu pas mal entendre parler de nous J'ai hâte. les jours à venir Ok. et les mois à venir. Mais l'idée, c'est... Tu nous mets dans le suspense là, du coup. Ouais. Non, mais l'idée, c'est vraiment ça. L'idée, c'est c'est de pas, c'est construire quelque chose. Mhm. C'est pas faire quelque chose pour faire quelque Non. chose. Alors, pour être honnête, si j'étais quelqu'un dès le départ, uniquement capitaliste, bon, carusphère, voilà, c'est même pas la peine. Mais quand on veut construire quelque chose, il faut poser les pierres, il faut poser les bases. Quand on a un projet, il faut savoir aussi faire des sacrifices. Alors, quand on est, je dirais, déjà chef d'entreprise, faire des sacrifices, c'est difficile, mais quand on est chercheur entrepreneur, le sacrifice est Mhm. double. Mais j'allais te poser la Euh, question. Vraiment, j'allais te dire, parce que la posture de chercheur par rapport à la posture d'entrepreneur, ça n'a rien à voir. Toi, comment tu... Enfin, j'ai des ponts, mais c'est pas la même chose. On te demande pas t'as pas les mêmes objectifs quand tu es chercheur et quand tu es entrepreneur. Donc, quand tu es les deux, comment tu fais justement pour, tu vois? en fait, comme je l'ai dit précédemment, j'ai eu la chance d'être... bon, déjà, je suis quelqu'un de très manuel. Donc, j'aime bien bricoler. Et dans tout mon parcours, j'ai très tôt été en immersion avec des techniciens. Donc, qui dit technicien, moi, je vais sur le terrain. Avant de déclencher une manip, je demande l'avis du technicien parce qu'il y a des manips qui sont possibles en labo et pas possibles sur le terrain. Donc, j'ai toujours eu que ça soit à l'INRA et à l'université, une relation très proche avec les techniciens. Donc, moi, je voyais la difficulté, je voyais le besoin, parce que souvent, on est confronté à ça. On achète un appareil, on a un budget pour l'acheter, mais on n'a pas un budget pour la maintenance. Mhm. Donc, toutes ces choses-là, j'ai très tôt appris. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on est en Guadeloupe, on est amené à être multicasquette, Ah oui, ça à c'est clair. faire plein de Ça choses. c'est clair. Et ça, dans le monde de l'entrepreneuriat, ça me sert. Oui. Et alors, c'est vrai que bon, ça peut être une contrainte, mais ça m'a construit en fait. Mhm. Ça m'a Mhm. construit, ça Mhm. m'a permis de mettre pas mal de cases un petit peu partout et tout de suite savoir où je veux aller, ce que je veux le faire, ce que je souhaite faire Mhm. et Et puis, être... je pense que tu as une vraie vision quand même. Enfin, ça se sent, tu vois. C'est-à-dire que tu n'arrives pas là et puis tu te dis, bon, je vais faire ça, tu sais où tu vas. Donc, c'est aussi ça qui fait que savoir où tu vas, pour moi, c'est important parce que si tu commences à te lancer dans des trucs, c'est pour aller en quelque part, hein. C'est que tu as un point Exa- e- d'arrivée. Exactement. Et c'est pour ça, de surcroît, je dirais, l'habilitation était une consécration, Mhm. parce que, en fait, pour passer l'habilitation, en plus de ton encadrement, de tes C'est productions clair. scientifiques, il faut que tu proposes une vision, en fait. Une Exactement. vision, un projet scientifique. Oui. Et je pense que ce côté laboratoire de recherche privé les a déjà beaucoup titillés et de voir qu'il y ait une telle production, il y ait une telle truc, ça les a. Et en fait, moi, j'adore cet effet de surprise. C'est-à-dire que moi, j'aime quand mes compétences, je dirais, parlent pour moi. Ouais, Et moi, je dis que l'habit ne fait pas le moine. c'est clair. Et malheureusement, on s'arrête souvent pour moi, à certains codes Mm. Mhm. qui nous desservent, en C'est fait. clair. Et quand on regarde ailleurs, on va prendre l'exemple de la Silicon Valley. Alors, je ne dis pas d'arriver à ce point, mais tu verras dans la plupart des grosses sociétés, les gens sont entre guillemets en sandales. On a besoin de toi pour ta compétence, en fait. Euh, on,
que tu sois homme, femme, noir, jaune, blanc, ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est ta plus-value, en fait. Et bon, ben, malheureusement, dans le système où nous sommes, bon, ben, bien souvent, euh, voilà, tu arrives quelque part. Alors, si je peux donner une petite anecdote, pour que ça puisse pas quand même faire trop long, Ah non, j'ai vas-y, été, avec plaisir. j'ai été, ben, tu sais, quand j'étais attaché temporaire d'enseignement, donc j'animais des TD. Mhm. Donc, ça s'appelait des cours TD, des cours intégrés, Oui, ils je me appellent ça souviens. maintenant. Ouais. Donc, je faisais ça en optique. Et puis, tu sais, il y avait des problèmes de salle. Mhm. Il y avait des problèmes de salle. Donc, tu sais, des fois, quand tu arrives et que, bon, ben, tu n'as pas de salle et que tu vois une salle qui est disponible, tu y vas en attendant que, en espérant surtout qu'il n'y ait pas d'enseignement qui arrive. Et puis j'arrive, il y avait déjà une enseignante en place dans la salle, mais c'était une personne extérieure. Parce que tu Mhm. sais, il y a des gens qui Oui, viennent des fois faire, pour voilà. faire Donc, des cours, ouais. Mhm. exactement. Donc, j'arrive et puis, donc, les élèves sont déjà devant la salle. Je ne dirais pas en rang, mais ils sont déjà devant la salle. Donc, j'arrive, je dis à la dame, oui, excusez-moi, il y a cours et tout, mais tu vois, j'aborde la dame de manière cordiale pour lui expliquer que le cours va commencer et tout. Et tu vois, la dame elle me répond sèchement que oui, quand l'enseignant va arriver, Ah, je lui donnerai la place. bravo. Et en fait, j'explique à la dame que C'est l'enseignant, toi c'est moi, en l'enseigneur. fait. Exactement. Donc, la dame est un petit peu surprise parce que, bon, elle voit un gaillard, des locks. Ouais. euh, Tout de suite, elle a et un c'est ça, en préjugé, fait. Et, quoi. et tu Mhm. vois, c'est ce qui nous manque. Et Bien moi, sûr. ce côté pragmatique que Mhm. moi j'aime et que j'aime avec l'extérieur, c'est-à-dire, on est bon pour faire quelque chose, on n'est pas obligé d'aller boire un verre ensemble après. On est là pour travailler, on fait une tâche. Une fois que la tâche est finie, chacun part de son côté. Et moi, c'est comme ça que je vois. À Carusfer, c'est comme ça que nous sommes. Nous sommes Mhm. pragmatiques. Nous sommes là pour travailler. Mhm. Nous avons de problèmes avec personne. Nous, notre objectif, c'est vraiment d'avancer. Ouais. Et ceux qui veulent avancer, ben, Ouais, ils rejoignez prennent le train en le... route. Et puis voilà. Exactement, prenez le train en Mhm. route. Mhm. Donc Mais voilà. il y a vraiment deux choses que tu as dites dans cette fin de podcast-là qui m'a vraiment plu parce que c'est vrai que je me suis reconnue dedans, c'est le fait de travailler beaucoup avec les techniciens. C'est quelque chose que j'ai toujours fait et je pense que il y a peut-être des personnes qui sous-estiment ça, mais ça, c'est extrêmement formateur parce que du coup, ben, après, c'est aussi peut-être une histoire d'humilité, je sais pas. Parce que des fois, quand on commence à avoir plus de diplômes, on se dit qu'on reste avec les gens qui ont plus de diplômes. Moi, j'ai jamais pensé comme ça. J'ai toujours travaillé justement avec les personnes qui ils savent faire. Et, le diplôme, pour moi, c'est une reconnaissance parce que tu vas plus loin, mais ça ne veut pas dire que tu es plus bon qu'un technicien ou que quelqu'un d'autre. Donc, en Exactement. fait, il y a des fois des personnes qui ne se rendent pas compte de ça et qui disent, ah ben non, je ne vais pas aller demander à cette personne-là, c'est pas à mon niveau, etc. Et ça, je pense que c'est super important de le dire que ben, les techniciens, pour moi, ce sont des personnes qui m'ont permis de me construire en tant que scientifique, hein. C'est super Exactement. important et jusqu'à maintenant, c'est comme ça que je fonctionne en fait. Donc, Ben, j'ai beaucoup apprécié que tu le dises ben, et je pense qu'il pour, faut le relever. pour tout te dire, ma responsable de thèse m'a dit quelque chose dès le départ. Trust in measurements. Croire Mm, en la mesure. mhm, C'est-à-dire que quand moi j'ai commencé ma thèse, ce qui était à la mode, c'était la modélisation, les modèles et tout et tout. Mais les modèles ont besoin de validation. Et les modèles, même s'ils essaient au maximum de se rapprocher du réel, mais le modèle, bon, c'est vrai que maintenant, il y a l'intelligence artificielle, il y a pas mal de ouais. choses que tu peux mettre en place. Mhm. Il Mais faut quand bon, même vérifier que ce que tu as mis en place fonctionne, il faut le bon, valider. écoute, moi, je vois des articles. Quand tu vois une indice de performance entre un modèle et la réalité de 0,99999, pour moi, c'est inconcevable. Pour moi, c'est inconcevable parce que il y a trop de paramètres il y a trop de paramètres que des fois tu ne prends pas en compte. Alors Mhm. que tu trouves 0,98, Oui, 0,80, mais 0,9, ouais, que ça soit aussi fidèle. pour moi, c'est Ouais. impossible. Et en Mm, fait, ce côté, et surtout la valeur de la mesure. mhm. La valeur de la mesure, parce que les gens ne se rendent pas compte que des fois, une mesure que tu prends un instant T, cette Ça mesure-là, sera pas la peut-être que tu ne même. pourras jamais tu pourras jamais la Exactement, refaire, la exactement. reprendre. Mhm. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis, tu vois, tu parlais d'humilité. Bon, moi, j'ai beaucoup eu le nez dans les déchets, hein. Mm, 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 mm. J'allais vraiment. Et moi, c'est ce que. Bon, alors, je vais paraître un petit peu fou, mais moi, c'est ce que je trouvais. En fait, je voulais vraiment mesurer les composés organiques volatiles à tous les stades de dégradation des déchets, Hmm, ok. c'est-à-dire les Ouais. déchets frais,
le Ok. lixivia, Ouais. les déchets qui étaient déjà en phase avancée de dégradation. Ben, on fait pas la fine bouche, hein. J'avais mon masque de protection. Mhm. Et puis, comme tu dis, les techniciens, ils me disaient déjà d'emblée, oh, il y a telle chose. Parce que, par exemple, tu vois, ici, on a un fort taux d'humidité et ça peut, sous le spectre, tu peux avoir l'arrêt de l'eau qui masque d'autres Bien composés. sûr. Et on a beaucoup échangé dessus. Et moi, la première personne que j'allais voir avant de faire quelle que soit la manip, c'est le technicien. Bien sûr. Bon, moi, je veux Bien faire un sûr. truc, mais qu'est-ce que tu en penses? Bon, Voilà, c'est ça. je vais acheter l'appareil, qu'est-ce que tu en penses? Mhm. Et ça, c'est vrai que je pense que des fois, il y a, alors, c'est pas toutes les structures, hein, il y a des personnes qui ne pensent pas du tout comme ça, mais j'ai quand même vu, moi, dans ma petite carrière, des fois, des choses, je me dis, mais ils n'ont pas compris, en fait. Ils n'ont pas compris comment ça Exactement. fonctionne. Parce que pour moi, c'est tout l'inverse. Il faut d'abord se baser sur les techniciens, savoir ce qu'on attend de nous, ce qu'on doit faire avant d'aller faire plus, quoi. Donc, c'est vrai que je suis contente que tu le dises parce que c'est super important et c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, je suis contente que tu en parles. Et il y a un truc aussi que j'ai remarqué dans l'interview, c'est que toi, plus on te donne un truc difficile, plus tu vas y aller. Je sais pas si je Ah non, mais me rends bien compte si c'est bien ça, mais j'ai quand même l'impression que toi, plus on va te mettre des difficultés et plus tu vas relever le défi. Et j'aime beaucoup ça dans ta personnalité. en Du coup, fait, voilà, c'est... je pars du principe où il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et je pars également du principe que pour moi, une difficulté, c'est une opportunité. C'est une opportunité parce que si c'est difficile, c'est que peut-être qu'il y a un verrou derrière, quelqu'un d'autre n'a pas réussi à le faire et Exactement. que allez, on va relever ce challenge. Et Mhm. en fait, c'est vrai que, bon, moi, j'aime les challenges, hein. Ben oui, ça se Alors, sent. en tant que, je dirais, en tant que Caribéen, j'aime bien la contradiction. Quand on me dit non, c'est pas possible, eh bien, moi, je Ouais, veux prouver que c'est possible. oui. Non, mais je pense que c'est parce que sinon, on s'arrête à certaines Mm. choses et on n'évolue pas, en fait. Bien sûr, c'est limitant. Tu restes dans ton Exactement. confort et puis tu vas pas plus loin, quoi. Mm, Exactement. mm. Moi, j'ai pas peur de repartir sur certaines choses à zéro. Il y a des choses des fois que je ne maîtrise pas. Et quand je ne maîtrise pas, au contraire, la soif de connaissance fait que je fais des recherches, je regarde, je me dis, ah ouais, ok, ça, c'est pas mal. Et non, c'est vrai que le challenge, le défi, c'est pas quelque chose, ça n'a jamais été quelque chose qui me fait peur. Mhm. Non, mais ça se ressent. C'est pour ça que je t'ai dit ça, ça se ressent vraiment. Donc, franchement, merci beaucoup, Thomas, pour cette interview. C'était vraiment super inspirant et intéressant parce que j'ai appris beaucoup de choses et je pense que les personnes qui vont nous écouter, ben, elles vont aussi en apprendre beaucoup, même sur Carusphère, sur toi, sur toute ta construction de scientifique. Du coup, ben, je vais te laisser peut-être nous dire un dernier petit mot de la fin, ce que tu veux. Vraiment, c'est le moment peut-être de dire un peu ce que tu as envie et puis voilà. Ben, mon petit mot de la fin, ça va être croire en soi. Hmm, Croire en soi et croire en ses projets. ouais. Parce que si je peux donner mon exemple à à la jeunesse de mon entreprise et de Carusphère, euh, peu auraient misé une bille dessus. Et on se disait non, c'est pour te donner une idée, même à l'immatriculation, on se demandait mais qu'est-ce qu'il propose, c'est quoi ce truc et tout et tout. Mais je pense que euh, ta force, tu la puises en toi-même. C'est-à-dire que effectivement, tu auras besoin d'éléments autour de toi pour t'aider à structurer ton projet, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de souligner. J'ai un environnement aussi qui me le permet. J'ai un environnement familial qui me le permet. Ma famille croit aussi en mon projet. Et ça aussi, c'est quelque chose de non Ah négligeable. oui, ah oui. Pour pouvoir pousser un projet, surtout un projet comme celui-là, qui demande beaucoup en temps, il faut vraiment avoir un cadre familial qui le permette. Ouais, et puis Donc, qui comprend que des fois, ben exactement. voilà, non, je vais pas rentrer tôt, ou je vais devoir partir très tard, ou je vais devoir partir une semaine, Oui, voilà. exactement, exactement, exactement. Mm, Donc, pouvoir concilier tout ça, oui. ça demande vraiment, parce que je suis aussi père de famille, donc ça demande. Et voilà, mais c'est vraiment, si j'ai un message à faire passer à tous les jeunes docteurs, surtout dans un premier temps, c'est que c'est vrai que des fois après la thèse, on appelle ça un petit peu des fois la petite mort parce qu'on a l'impression que ce qu'on a fait, ça ne sert à rien, c'est pas valorisé comme on le souhaite. Euh,
il ne faut pas, il faut être focus et il faut se donner les moyens. Se donner les moyens, s'entourer des bonnes personnes qui croient en ton projet. Et voilà, c'est vraiment cet aspect espoir, résilience, ténacité. Mhm. Parce que si toi, alors le Ouais, doute est c'est présent, normal. le C'est doute normal. existe, Ouais. mais l'idée, c'est pas de, même si on tombe 10 fois, ben on va se relever 20 fois. Parce que tu es dans le domaine, en plus la science, on sait que c'est un domaine, quand tu fais quelque chose, surtout la production scientifique, tu es au vivu par des pairs, tu n'es jamais à l'abri de... Voilà, c'est imposer sa vision, imposer sa foi, imposer sa trame. Et puis, une fois que, bon, ben, le wagon est lancé, rameuter un petit peu tout le monde. Mais vraiment, c'est vraiment croire en ses projets. Et puis, voilà, même si ça paraît pour certains un petit peu tiré par les cheveux, Ouais. mais vraiment ramener, surtout si on veut continuer dans cette voie, ce côté, je dirais vraiment pragmatique. Quelle Oui. solution je peux C'est apporter? ça, Qui c'est exactement. Je que je pense que c'est peux, ça. voilà, qui C'est c'est que je ça, peux parce aller que, voir? voilà, parce Voilà, que je pense que le côté qui va beaucoup parler aux gens, c'est l'application, surtout ici. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'avec tes recherches tu apportes? Quel est le plus que tu apportes? Pourquoi tu le fais? Et je pense que c'est ça, toi, tu as tout de suite compris ben, que par rapport à toi, tes recherches, voici ce que tu pouvais apporter, voici ce que tu pouvais faire, et après, tu as élargi, en fait. Tu n'as pas, tu vois, parce que on peut se dire des fois que quand tu es dans un domaine d'expertise précis, tu vas rester dans ton domaine précis, mais toi, je vois, tu l'as élargi, au contraire. Donc ça, je trouve que c'est aussi une bonne stratégie pour pouvoir atteindre aussi ben, plus d'endroits, plus de financeurs, plus de personnes, ben, personnalités publiques ou autres qui vont comprendre ce que tu fais, quoi. Donc, exactement. C'est pour ça que nous sommes partis sur la pollution atmosphérique. Nous sommes des spécialistes dedans, mais nous visons la santé, l'agriculture, les énergies renouvelables. Il y a pas, il y a même la pêche que ça mais impacte. oui, mais Il y a oui, même la mais pêche que ça oui. impacte. Donc, voilà, moi, je pense que euh, il faut penser sans limite. Mm. Il faut penser sans limite et il faut pas avoir peur de voir grand tout de suite. Il faut pas avoir peur de voir grand tout de suite. Alors, je me comprends, hein, mais il faut pas se limiter parce que il y a des choses et je vais rebondir sur Innovation Outre-mer. Ce que j'ai bien aimé avec cette expérience, c'est que j'ai vu des investisseurs, même si mon projet n'a pas forcément plu à certains, mais j'ai vu qu'il y avait de l'argent et que si tu amènes quelque chose de concret, alors quand je dis de concret, en fonction de l'investisseur que tu touches, hein, bien sûr, du domaine, mais si tu avais un produit qui allait révolutionner le monde, eh bien, c'est faisable, c'est Mm. possible. Mhm. Et c'est vrai qu'ici, dès que le projet commence à dépasser 500 000, 1 million, les gens commencent un petit peu à Mm. trembler. Ouais. Or, quand tu fais de la R&D, bon, Ben ben, oui, ben oui. tu achètes pas de crayon, quoi. Tu as besoin Mm. d'outils. C'est C'est-à-dire que clair. l'innovation, il faut mettre des billes dedans. Il faut investir. On peut pas innover au rabais. Non, Parce que c'est dans clair. l'innovation, il y a le risque. Oui. Ça peut marcher comme ça peut pas marcher. Mais s'il n'y a pas un début, ben, tu sais pas si ça va marcher ou Mais pas. c'est sûr, c'est sûr. Et même, je pense que dans la construction du projet, on sait, tu sais, on nous apprend toujours quand même à mettre des résultats intermédiaires pour que tout ce que tu as fait, ça sert quand même à quelque chose. Donc, c'est sûr que si tu as le Saint Graal, tu arrives à finir ton truc, tu arrives à produire, c'est super, mais je pense que dans chaque projet, tu as toujours des résultats intermédiaires que tu peux valoriser et puis même ne pas avoir un résultat, on sait que c'est un résultat. Donc, en fait, Exactement. c'est aussi ça, comme tu dis, Exactement. il faut se rendre compte de ça. Et je pense que moi, je ne me suis pas rendu compte de ça après ma thèse. Ben, franchement, c'est maintenant, quand je commence un peu à discuter avec tout le monde, à voir un peu ben, comment ça se passe au niveau de la recherche, que... Donc, je pense que toi, tu as eu peut-être ça assez rapidement, mais tu vois, ce mental que tu as, je pense que c'est pas quelque chose qu'on a tout de suite. Je pense que c'est vraiment aussi une personnalité, parce que tout le monde ne peut pas entreprendre. Et je suis d'accord avec toi quand tu dis que toi, tu dis pas aux gens d'entreprendre, il faut vraiment savoir ben, qu'est-ce qu'on veut faire derrière et pourquoi on le fait. Moi, j'ai compris que tu as entrepris parce que tu voulais pas te mettre de barrière, tu voulais imposer ta vision, tu vois. Et tu as des personnes qui sauront pas faire ça. Donc, je pense vraiment que c'est quand même assez important, comme tu dis, dès le départ, de savoir où tu vas et de pas se mettre de barrière. Si en tout cas, tu as un projet aussi important et qui doit être au niveau international, quoi. Tu vois, qui doit toucher le monde. Exactement. Mm. Exactement. Et puis l'idée aussi, ce qui est intéressant avec la publication, malgré pour certains, même si pour certains
je dirais, dans le monde entrepreneurial, même s'ils ne voient pas trop les choses, mais en Oui. fait, tu peux laisser des traces, tu laisses Ben une empreinte, oui. Ben oui. tu laisses quelque chose C'est clair. de certifié, de Oui. validé, de Oui. quelque chose que des générations après pourront utiliser, se dire que, bon, il a découvert ça, mais ça n'a pas été valorisé à la hauteur que ça aurait dû être valorisé. Mhm. Ouais, reprendre cette petite partie-là, puis l'amplifier. C'est Exactement, vrai que c'est comme ça qu'on voit la recherche. Moi, c'est comme ça que je la vois aussi. C'est de la exactement. transmission, en fait. Donc, Exactement. c'est... Mm. Et pour revenir sur ce que tu as dit, moi, je suis tombé déjà sur des articles où ça marche pas, Mais l'expérience ne oui, marche pas. mais oui, mais oui. Mais c'est bien détaillé, c'est bien, Mhm. il y a tout un Mhm. protocole. C'est Comme ça, ça. toi qui viens derrière, Tu tu vas ne pas fais pas refaire l'application. Exactement. exactement. Tu vois? Non, mais Exactement. c'est ça. C'est ça. Exactement. Mhm. Non, je pense que c'est important cette notion de laisser des traces. Et puis, Oui, bon, étant père aussi de deux garçons, j'ai envie de leur montrer aussi que oui, bien sûr. qu'en se donnant les moyens, on peut arriver à ses objectifs et que voilà, il faut pas se limiter à ce que les autres nous Mhm. disent, quoi. Oui, c'est vrai. Parce que de toute façon, au début, les gens, ils vont même pas comprendre ton projet. Ils vont pas comprendre. C'est quand tu vas faire qu'ils vont se dire, ah ouais, en fait, ouais, c'était bien finalement. Donc, Exactement. Non, mais surtout, ils voient que, bon, tu ben, avances. tu avances, ils comprennent, chacun comprend ça. Mais c'est Mm. leur donner l'envie. Alors, moi, ils feront ce qu'ils veulent faire, hein. Bien Mais sûr. l'idée, c'est de leur montrer que, voilà, et puis il y a d'autres jeunes aussi, que Mhm. ben, la science, ce genre de domaine, eh ben, c'est pas que pour les autres. C'est pour nous aussi. On peut le faire. Et puis, si on se donne les moyens de le faire, ça peut déboucher sur quelque chose d'extraordinaire. Bien sûr, mais c'est vraiment pour ça que j'ai voulu t'interviewer, parce que pour moi, tu es vraiment dans le scope de mon podcast. Parce que pour moi, on se rend pas compte qu'on a des perles, en fait, de scientifiques caribéens et on voit toujours les autres, mais on nous voit pas. Et c'est vraiment pour ça que j'ai fait le podcast, pour qu'on puisse se dire, ben non, mais regarde, il fait des trucs super, en fait. C'est génial. Donc ça inspire, ça donne envie aux autres de faire, eux aussi, ben, peut-être se lancer alors qu'ils avaient peur. Quelqu'un qui va écouter ce podcast-là, il va se dire, ah ben non, Thomas, il a fait, ben je peux faire. Parce que du coup, ben Ben justement, oui. Thomas, il est comme tout le monde et du coup, moi, je peux faire. Et je pense que c'est vraiment ça le message du podcast, c'est pour ça que je l'ai créé, en fait. Eh ben, c'est un très bon message parce que ben, souvent on me demande pourquoi, ben, je réponds pourquoi pas. Mhm. Clairement, Voilà, clairement. pourquoi pas? Pourquoi on Mhm. n'aurait pas des entités, d'entités privées qui travaillent sur l'eau, qui travaillent et en fait, je pense que c'est ce dont nous avons besoin pour répondre, bien sûr, en ayant le financement adéquat qui va. C'est clair. Je mets toujours l'accent sur le financement parce Mais que oui, mais sans ça, euh, tu peux pas faire la recherche, hein. exactement. C'est Les gens, tu normal. sais, souvent, les gens pensent que tu es assis derrière ou derrière un ordinateur, Mm. tu fais un truc. Non, c'est des années d'expérience, C'est clair. d'ingénierie C'est clair. et tu es expert dans un domaine, tu coûtes de temps, Mm. mais il faut mettre le prix. Et c'est Bien sûr. ce qu'on fait ailleurs. Mhm. C'est ce qu'on fait ailleurs. Mais ça, c'est un vrai problème, hein, tu vois. Même les salaires des docteurs dans la Caraïbe, c'est pas à la hauteur de ce que tu peux avoir dans un autre pays, hein, ou autre Exactement. part. Et ça, c'est pas normal. Du coup, les gens vont pas avoir envie de rentrer, hein. Enfin, après, du coup, ils vont rentrer parce que vraiment, il y a, comme tu dis, la qualité de vie, il y a la famille, il y a vraiment toutes ces valeurs autour du fait de vivre dans la Caraïbe qui sont importantes pour eux. Mais c'est vrai que tu te dis, mais en fait, on te valorise pas, on te paie pas ta juste valeur. Donc ça, je sais que c'est un frein quand même au retour des docteurs, hein. Il y en a beaucoup qui m'ont Et dit ça, hein. Et je pense que c'est ben, avec des podcasts, avec ce que tu Mm. fais, avec notre génération, Mhm. je pense qu'on a les outils Oui, pour faire cela, changer, je ne sais pas, mais au moins évoluer, oui, faire prendre conscience aux gens que on a autant besoin de la femme de ménage, de l'agriculteur, du maçon que du scientifique. oui, On a besoin de tout le monde en fait, exactement. parce que la vie c'est une chaîne et que bon, ben effectivement, si on ne met pas de l'argent où on veut, parce que, bon, je te prends un exemple, des fois, je suis contacté pour certaines prestations Mhm. et on me dit, oui, mais pourquoi tu n'as pas d'appareil pour ça? Ben, j'explique aux gens que Ben, si j'achète un appareil qui, il va falloir être certifié COFRAC, il va falloir faire de la maintenance. mhm. Souvent, pour faire de la maintenance, pour faire une prestation, il te faut à minima deux appareils. Parce que quand un appareil part en maintenance, alors comment Mhm. j'explique? Ah, les gens me disent, ah ouais, d'accord. Mhm. Il va falloir surveiller le calibrage pour les Mhm. précisions. Eh oui, Ben, tout ça, ça coûte. mais clairement. Donc, c'est pas sur une prestation
que tu vas rentabiliser tout Pas du ça. tout. Mais Il te faut une quantité minime. Enfin, il te faut quand même beaucoup de prestations. Tu peux pas prendre e- juste une prestation et puis tu as fini. exactement. Il t'en faudrait au moins 1000, quoi, pour que ça soit rentable. Exactement. Donc, Donc, mais je pense que ceci vient aussi, comme je dis, et on va revenir sur ce côté, parce que moi j'aime bien vulgariser les choses, mhm. sur ce côté sexy, c'est sur la connaissance. C'est-à-dire que les gens ne prennent pas compte. Tu ne peux pas demander quelque chose à tu ne peux Mais pas demander oui, quelque chose à quelqu'un qui ne connaît pas. exactement. Pour Il lui, sait c'est pas logique en pourquoi. Ben fait. oui, ben oui. Mm. Pour lui, tu as ça là. Ben Pour oui, lui, c'est là. Non, il faut que la personne prenne conscience que voilà, dans les grandes lignes, que bon, ben, quand tu as un appareil, eh ben, tu as ces contraintes-là à tout côté à fait. et que ça demande quelque chose. Ou bien même, tu as quelqu'un qui a rédigé un article, qui a rédigé un truc. Oui, effectivement, des fois la personne y a. Mais même assis derrière un ordinateur, on te donne un ordinateur, tu ne feras pas la même chose. Ah non, mais c'est clair. C'est clair. C'est vraiment une expertise que toi, tu as développée et je pense que les gens, ils oublient ça. Ils oublient que Exactement. c'est des sacrifices, c'est du temps, c'est du travail, c'est de la discipline, c'est tout ce que tu veux qui fait que tu as ton expertise maintenant. Exactement. Et tu vois, tu parlais du matériel. Bon, ben, quand tu fais de la recherche sur des modèles, euh, entre un ordinateur à 1 500 euros, 1 000 euros et un ordinateur à 5 000 euros, il te faut un ordinateur, t'as pas besoin d'un ordinateur grand commerce. Donc, il faut mettre le prix pour Mhm. gagner en temps de calcul, pour gagner en termes de précision, de rapidité. Et tout ça, ce sont des Ah paramètres ben oui, non négligeables. Et ah ce ben sont des oui. coûts Mm, non mm, mm. négligeables. Donc, Mais comme tu dis, je comprends pourquoi tu as appris la vulgarisation, parce que c'est pour aussi que les gens comprennent pourquoi il y a ce besoin-là peut-être de mettre ce prix-là, de demander tel montant au niveau de la recherche, parce que comme ils sont pas dans le domaine, ils savent pas, comme tu dis, donc ils se rendent pas compte que pour faire ça, il te faut, je sais pas, pour faire un truc, il te faut 1000 autres trucs, tu vois, et exactement. ça, c'est quelque Exactement. chose qu'il faut que les gens comprennent, donc je comprends vraiment Ouais. pourquoi tu as vraiment milité pour la partie vulgarisation, parce que c'est super important. Exactement, que tout le monde comprenne, déjà pour qu'ils puissent comprendre dans quel Oui, environnement c'est ils vivent, sûr. et aussi pour comprendre que c'est un processus. Mhm. Tu te lèves pas, tu publies pas un article comme ça. Des fois, un article, ça peut prendre 1 an entre les révisions, les trucs, tout ça. Et c'est pour ça que j'avoue que nous avons eu en quelques années, nous avons fait quand même une petite prouesse. Donc, et puis, nous avons encore qui sont, je dirais, qui sont au four. Donc voilà, vraiment, Mhm. vraiment asseoir sa vision et que ne pas être tout seul dans son monde. Que tout C'est le monde, clair. Oui. je dirais, être le train et puis avoir Mhm. des wagons derrière qui suivent. Mhm. Ah, mais c'est super. Ben, merci beaucoup, Thomas. Franchement, j'ai passé un super moment. J'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup inspiré, tout ce que tu nous as dit. Et je suis sûre que toutes les personnes qui vont nous écouter vont beaucoup aimer. Donc, je tiens vraiment à te remercier. Et puis, je souhaite que de très bonnes choses à Carusphère, que ça aille le plus loin possible et que tu puisses réaliser ta vision le plus longtemps possible aussi, surtout. Eh ben, c'est moi qui te remercie, Maëlie, de m'avoir donné cette opportunité Avec plaisir. d'échanger, que les gens comprennent un petit peu mieux, je dirais, ce qui se trame dans mon Mm, cerveau. Et puis, mm. continue, ça inspire d'autres personnes. Je Merci. pense que nous pouvons mettre en place certaines choses inspirantes. Mhm. Donc, ne nous privons pas. C'est clair. On parle toujours, je dirais, des jeunes dans un mauvais côté des choses, Exactement. mais il y a beaucoup de jeunes qui font des bonnes choses. Donc, Oui, ton podcast est une très bonne chose. Je te merci. souhaite également beaucoup de succès pour la suite. Et puis, ce fut un réel plaisir d'échanger. J'ai même pas vu le temps passer, tu C'est vois. clair, moi non plus. Ce fut vraiment un réel plaisir d'échanger avec toi. Et puis, je sais que dans ton domaine, nous avons tous les deux de nombreuses choses à faire Oui, entre la pollution atmosphérique et c'est ton domaine. clair. Donc, j'ai C'est hâte de clair. pouvoir collaborer plus activement avec toi et les gens de ton équipe sur certaines problématiques. Ouais, moi aussi, vraiment. Avec plaisir. J'ai vraiment hâte aussi parce que je sais que par rapport à ta vision, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent avec ma vision aussi. Donc, j'ai vraiment hâte. C'est réciproque. Merci. À bientôt. Allez, à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire sur la plateforme de ton choix. À très vite.